Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans la Drôme à la rencontre des catholiques de l'église de Valence, un territoire qui va d'une certaine manière du Vercors à la Provence. L'économie et la population sont quant à elles concentrées à l'ouest, le long du Rhône, et ce territoire est traversé par des voies de communication importantes. On peut citer notamment la 7 et la ligne à grande vitesse. Ce territoire possède aussi des sites religieux renommés. Alors on peut citer notamment l'abbaye d'Aiguebelle. Alors le diocèse de Valence compte 509 000 habitants. Il est organisé en 22 paroisses et l'enseignement catholique compte 64 établissements scolaires, tous degrés confondus. Alors le diocèse de Valence, c'est aussi 65 prêtres en activité, 37 diacres permanents et pas moins de 42 communautés religieuses. Pour nous parler du diocèse de Valence, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Pierre-Hugues Michel. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre diocèse. Vous êtes évêque de Valence depuis 2014. Tout à fait. Et au niveau national, vous présidez la commission épiscopale pour la vie consacrée. On en parlera. Depuis l'année dernière, oui. On en parlera très certainement au cours de cette émission, et notamment, en tout cas, pour ce qui concerne la vie consacrée sur votre diocèse. Alors, vous êtes né en 1960, vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Lyon, avec des ministères en paroisse, engagement aussi dans la catéchèse. Vous avez été aussi vicaire général du diocèse de Lyon en 2007, et en 2014, vous êtes nommé et ordonné évêque de Valence. Votre devise, viens dehors. Alors, Monseigneur Michel, j'évoquais le temps où vous aviez été vicaire général du diocèse de Lyon. Alors, on pourrait partir de là, puisque c'est à cette époque-là qu'est née une amitié entre vous-même et un prêtre sénégalais, si je ne fais pas erreur, qui a été le point de départ d'un jumelage entre votre diocèse actuel de Valence et celui de Ziguinchor. Alors, racontez-nous, Monseigneur, la genèse de ce jumelage, puisqu'on va en parler dans cette émission. Ah oui, tout à fait. Il y a eu à Lyon, pendant plusieurs années, des prêtres du Sénégal qui sont venus étudier, se former, en vue de créer un établissement qui ressemblait à l'école professionnelle de Lamache, qui est bien connue à Lyon, une école professionnelle. Et donc, j'avais lié amitié avec le père Edmond, qui, quand je suis arrivé à Valence, m'a dit « Mais c'est intéressant, vous êtes en train de vivre à Valence, le diocèse de Valence est en train de vivre un synode. » Et nous, à Ziguinchor, on est un peu les premiers, les pionniers de l'Afrique de l'Ouest à nous lancer dans un synode diocésain. Est-ce que vous n'auriez pas une aide que vous pourriez nous apporter ? Alors j'ai répondu oui, parce qu'effectivement à Valence, on était en train de vivre un synode qui était commencé par mon prédécesseur et que nous avons terminé en 2015. Et j'ai envoyé une laïque qui était secrétaire du synode, avec un prêtre aussi, qui sont allés à plusieurs reprises accompagner ce synode du diocèse de Ziguinchor, qui était sur des thématiques un peu différentes, bien sûr, des nôtres, mais en même temps avec cet échange de bonnes pratiques. Et ça a du coup créé un lien qui ensuite s'est transformé en jumelage. Et un peu pour nous remercier, le diocèse de Ziguinchor nous a dit on pourrait vous envoyer un prêtre, puis qui viendrait aussi étudiant. Oui, alors maintenant ils sont 2. Puis bientôt, il va y avoir une rotation. Donc c'est une vraie amitié, ce qu'on appelle un peu la coopération missionnaire. Et moi, ce que j'avais trouvé chouette, c'était que ce n'était pas d'abord nous qui avions été demandeurs, en disant souvent comme ça, on dit voilà, on a besoin de prêtres en renfort, mais c'était eux qui nous ont demandé un service. Et puis ensuite, on leur a envoyé un séminariste se former. Et donc c'est une belle amitié qui est née. Alors le premier prêtre à être venu sur Valence a été le père Zacharie Colli. Tout à fait. Un prêtre donc du diocèse de Ziguinchor dont on parlait. Alors, il est à Valence depuis 2015. Il est curé de la paroisse Notre-Dame des Peuples depuis 2016. Et alors, il doit normalement repartir au Sénégal l'année prochaine, c'est ça ? Voilà, ça va se terminer. Et en même temps qu'il était curé, il était étudiant pour des nouvelles tâches que son évêque va lui confier à Ziguinchor. Je vous propose d'écouter son témoignage, justement. Il répond aux questions d'Ophélie Marien.
Je pense que le premier exemple concret de cette coopération, de ce jumelage, c'est moi. Voilà, donc ma personne dans ce diocèse, en essayant d'apporter un peu notre culture aussi, une touche culturelle dans la façon de célébrer, dans la façon de communiquer, dans la façon de partager l'évangile également. J'ai été très observateur sur la manière dont un diocèse est géré en Occident. Et l'une ou l'autre fois d'ailleurs, quand je voyais des choses très intéressantes qui se passent ici, notamment dans la question du denier de culte, dans la question de l'organisation du diocèse, également l'implication des femmes dans la gestion d'un diocèse, parce que il faut dire que chez nous, le conseil d'un évêque, on ne trouve pas de femmes, par exemple. Donc, c'est des choses qui facilement m'ont tout de suite marqué. Je me suis dit, mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous aussi ? Monseigneur Michel, on le voit à travers ce témoignage, et il est très évocateur parce qu'il parle vraiment d'un échange. Hein. Lui a découvert des choses, a appris des choses, et aussi il a le sentiment qu'il a permis d'apprendre des choses. Oui, tout à fait. Je pense qu'il dit bien ce qui a fait le concret, c'est-à-dire que le style de prière, le style de manière de témoigner de l'Évangile, et en même temps, voilà, il dit qu'il a aussi reçu. C'est vraiment un échange, quoi. Et quand son évêque, Monseigneur Mamba, est venu nous visiter, c'est ce qu'il a souligné. En plus, il y a un volet aussi, au-delà de la collaboration avec les prêtres, il y a un volet, puisque moi je suis allé une fois au Sénégal, il y a un volet aussi du côté scolaire. Alors c'est un peu embryonnaire, mais on aimerait bien que, en plus du jumelage diocésain, il y a un jumelage entre 2 établissements scolaires. Alors c'est en construction, il y a des projets. Oui, donc c'est un jumelage qui doit se déployer sur voilà, différents thèmes. Parce que je pense que, par exemple, dans la manière dont aussi l'enseignement catholique au Sénégal vit, dans un environnement souvent avec des musulmans, mais en même temps avec une identité chrétienne assez forte, je pense qu'on a des choses aussi à s'apporter de ce côté-là aussi. Qu'est-ce qui vous a frappé à vous, lui donner son témoignage de ce que ça pouvait apporter? Est-ce que vous, en tant qu'évêque, il y a quelque chose qui vous semble flagrant? Alors, ce que j'ai trouvé bien, parce que là, ils sont 2, c'est la manière dont ils ont été à l'écoute de cette communauté où ils sont, qui est une communauté en quartier populaire, qui a une certaine habitude de ne pas avoir le prêtre tout le temps, hein, puisqu'en plus, le père Zacharie était étudiant, donc la semaine, il n'était souvent pas tellement disponible. Et je pense qu'il y a eu une belle interaction qui a réveillé un peu aussi cette communauté, qui a permis peut-être aussi à des plus jeunes. Ils ont inventé ce qu'ils ont appelé les petits cates, c'est-à-dire un caté un peu intergénérationnel, où les mamies préparent des goûters. Alors il y avait aussi déjà des expériences dans le diocèse, ils se sont imprégnés. Et puis, après le goûter, il y a le temps de prière, les temps de jeu, le temps de prière, le temps de caté proprement dit, et l'aide aux devoirs. Et bon, malheureusement, avec la pandémie, ça s'est un petit peu ralenti, hein, mais il y a un bel élan qui s'est manifesté là, et qui venait d'une interaction. On ne savait plus bien ce qui était de ce qu'apportaient les prêtres africains ou de ce qui venait aussi de l'expérience locale. Une interaction qui semble une belle image de l'Église dans sa diversité, quoi, et dans son élan missionnaire. Alors, autre sujet, mais d'une certaine manière, il lui est un petit peu lié. En tout cas, il peut avoir des similitudes. Vous avez fait appel pour la rentrée prochaine à une communauté extérieure qui va avoir en charge une paroisse du diocèse. C'est la communauté Saint-Martin, à qui va être confiée donc la paroisse Saint-Marcelin-Champagnat en Tricastina. Donc en Tricastin, pardon. C'est le sud du diocèse, là où il y a la centrale du Tricastin, mais aussi il y a des truffes. Et c'est Pierre-Latte, Donzère, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc oui, c'est cette paroisse du Sud, oui. Comment ça s'est fait? Pour quelles raisons vous avez lancé cet appel? Eh bien, le presbytérium du diocèse de Valence, ça a été dit au début de l'émission, peut être relativement modeste en nombre de prêtres. En même temps, il y a un peu toutes les générations. Et donc, on a réfléchi avec le conseil presbytéral et on a dit que
il fallait qu'on soit accueillant à quelques forces nouvelles, tout en étant, donc ça a été le cas pour Ziguinchor, mais ça sera le cas aussi pour la communauté Saint-Martin. Il y a aussi quelques communautés religieuses comme les Capucins, les Rédemptoristes. En même temps, ça nous a donné envie de valoriser aussi le presbytérium diocésain, c'est-à-dire ces prêtres qui sont issus de chez nous, qui ont grandi là, qui vivent là, qui quelquefois vont servir ailleurs, puisqu'on a un prêtre là qui termine 6 ans de service à Tokyo. Et donc ce diocèse de Valence, qui est un diocèse ouvert sur l'extérieur, est à la fois fier de son presbytérium, on va dire, autochtone, et en même temps ouvert à des forces qui viennent nous enrichir, qui viennent nous collaborer avec nous. Donc je pense que ça a été bien préparé, et moi je suis gré à la communauté Saint-Martin d'arriver dans un esprit de désir de collaborer, dans l'esprit des orientations diocésaines, et en même temps de nous apporter aussi un certain regard nouveau, des pratiques missionnaires un peu qui vont nous faire du bien, une vie communautaire. Voilà. Mais je suis vraiment confiant dans la manière dont ça peut se passer, parce qu'on l'a bien préparé. Et du côté de la paroisse, il y a un accueil qui me semble confiant. Mais en même temps, c'est un défi. Donc on va vraiment beaucoup appeler l'Esprit Saint pour que ce maillage, parce que je crois que le presbytérium de nos diocèses, et bon, en tout cas c'est ce que je vois dans la Drôme, je l'avais déjà vu un peu à Lyon, il est aujourd'hui un peu à visage pluriel, quoi. On a un capucin indien, on a dans le presbytérium des prêtres incardinés qui sont venus d'ailleurs, du Vietnam, du Cameroun. Et en même temps, heureusement, et nos séminaristes ont grandi dans la Drôme, sont aussi de chez nous. Et il y a je vais faire une randonnée début juillet avec des garçons collégiens, lycéens qui ont entendu l'appel du Seigneur. Ils sont du cru. Voilà. Et je pense que cette ouverture et cette variété, c'est un beau signe de l'Église dans sa beauté, dans sa variété. Alors on parlait de communautés religieuses. Alors il y en a une qui a dû quitter le prieuré dans lequel elle vivait, le prieuré de Grignan, une communauté de religieux de dominicaines, et qui sont partis en 2014, point de départ finalement d'un autre projet, en faire de ce lieu un lieu d'accueil pour des chrétiens, mais aussi pour des non-chrétiens, un lieu culturel. Alors comment tout cela se déroule, je vous propose de le découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Bonjour Marie-Noël, bonjour. Ce matin, François accueille les bénévoles au prieuré de Grignan. Ces bénévoles se relaient pour faire vivre cet ancien couvent, habité par des dominicaines jusqu'en 2014, et devenu depuis une maison d'accueil. On voudrait que des bénévoles soient présents pour accueillir à tout moment, dans ce lieu qui est merveilleux. Françoise vit dans la région depuis 40 ans et cet accueil, elle l'a expérimenté. Cette artiste de 75 ans s'est rapprochée du prieuré quand on a fait appel à elle pour des expositions. J'ai trouvé que ce lieu apportait encore un plus à cette ouverture, puisque leur mission, c'était d'accueillir même des gens qui n'étaient pas des grands pratiquants, ce qui était mon cas. Et là, je me suis sentie enfin, autorisée, parce qu'avant, je ne me sentais pas autorisée. Pour moi, le prieuré, c'était l'église, c'était la messe, c'était toutes ces choses. Mais moi qui ai toujours été dans le milieu associatif, qui ai toujours travaillé bénévolement, je n'avais pas senti un vrai accueil ailleurs, et je l'ai senti ici. Hors confinement, des expositions ou des lectures, religieuses et profanes, ont lieu au prieuré et accueillent des personnes de tout horizon. Je vois arriver des gens ici qui sont assez loin de l'église, mais qui sont en recherche de sens, de sérénité. L'ancien monastère a plusieurs chambres qui vont être modernisées pour les visiteurs de passage. On succède à des sœurs qui vivaient en fraternité et donc on veut que ce lieu, tout en se modernisant un petit peu pour les questions de normes de sécurité et d'accessibilité aux handicapés, garde cet aspect de vie fraternelle qu'on veut développer à l'intérieur de cette maison. Il y a un témoignage
de foi qui soit donné à travers l'accueil qu'on va assurer aux personnes qui viennent ici. Salut Christian. Ça va? Oui, très bien. D'accord? Ouais. Bon, on va se mettre dans la salle là. Là, il y a une équipe. Un lieu ouvert à tous, mais aussi un point central pour la paroisse de Saint-Jean-François-Régis-sur-Lèze. C'est ici que le curé reçoit les fidèles ou peut organiser des réunions. La spécificité de ce lieu, c'est qu'il y a à la fois des activités paroissiales et des activités au-delà de la paroisse. Il se veut aussi comme un lieu qui peut rassembler de manière plus large au niveau de la culture. Et la culture et la foi ont des choses à se dire mutuellement. Je suis frappé, vu que j'y viens 2, 3, 4 fois par semaine, selon les semaines, même si j'habite pas là, que je vois souvent des gens qui passent et qui découvrent ce lieu, qui ne connaissaient pas. Ah, on a vu ce lieu, on ne savait pas ce que c'était. Des promeneurs qui vont se balader dans les environs. Donc ça, c'est aussi un lieu intéressant. Vivre la fraternité, c'est la mission de cette maison d'église, ouverte à la fois aux paroissiens, aux touristes et aux personnes en quête de sens. Alors, Monseigneur, est-ce que, alors on voit bien dans ce reportage, il y a plusieurs volets, mais il y a une dimension culturelle, une dimension cœur de vie paroissiale, et les deux sont liés d'ailleurs. La dimension culturelle, comment elle est vécue finalement depuis que ce lieu est ouvert? Alors peut-être la période de la pandémie a laissé des choses entre parenthèses. Un peu au ralenti. Et moi je dirais en fait, c'est, vous savez, dans le récit des Actes des Apôtres de la Pentecôte, quand les apôtres sortent, là, poussés par l'Esprit, et qu'il est dit que chacun les entendait dans sa langue. Et moi, je pense qu'en fait, c'est l'intuition du prieuré de Grignan. C'est que par des approches culturelles, alors musicales, avec des soirées musicales, des textes lus de poésie ou de littérature, un peu de théâtre, et encore de la peinture, hein, on a vu ce qui était proposé. Eh bien, en fait, c'est une manière, parce que, d'ailleurs, le pape François appelle dans la joie de l'Évangile la voie de la beauté. Le lieu aussi s'y prête. Hein, il est chargé de la prière de la communauté d'avant et puis de sa beauté dans ce cadre de la Drôme provençale. Eh bien, voilà, permettre finalement que l'Évangile, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu soit entendu par chacun dans sa langue. Et ça suppose aussi qu'il y ait un accueil. Et l'autre mot qui a été beaucoup souligné dans le reportage, c'est le mot fraternité, parce que c'est aussi ça, faire l'expérience d'un accueil fraternel. Alors il faut un petit noyau, et il est en train de s'étoffer un peu, un noyau de chrétiens qui portent ce lieu, chrétiens et moins pratiquants, comme ça a été dit aussi, mais qui en même temps sont finalement un peu envoyés pour que ce lieu soit vivant. Alors il y a des journées de désert, silence, contemplation, il y a la messe et des temps d'adoration une fois par semaine. Et moi je vois là un petit peu un laboratoire de nouveaux visages de paroisse, comme nous le dit le pape François dans la joie de l'Évangile, quand il dit « La paroisse est un lieu plastique qui peut prendre des formes différentes et qui est finalement la famille de Dieu au milieu des maisons des hommes. » Et donc, dans ce lieu, alors, parce que la paroisse de Grignan, elle fait en fait tout le pourtour de Valréas. Et donc, c'est une paroisse un peu composée de plusieurs villages différents, qui n'a pas vraiment de centre, où le centre, c'est plutôt Valréas, qui est une ville qui est dans l'enclave des papes, donc c'est le diocèse d'Avignon. Enfin, en tout cas, le lieu est attractif et offre des possibilités de propositions spirituelles, de propositions de foi, de temps fraternel, qui, à mon avis, donne un visage à une paroisse qui n'est plus un guichet, où on vient s'inscrire, où on vient pour une réunion, mais où on peut vivre des temps de gratuité, des vrais temps de fraternité, où Dieu se révèle. Vous parliez de laboratoire, ça veut dire que ce modèle-là, entre guillemets, pourrait aussi se développer dans d'autres paroisses avec une maison d'accueil Oui, c'est-à-dire que l'expression de maison d'église, c'est-à-dire que ça permet de faire vivre l'église où
on ne vient pas à la paroisse comme dans un lieu administratif, mais un lieu où il y a de la vie. Alors, il y a eu, avant François, qui est accueillant actuellement, il y avait eu un jeune couple avec un tout petit bébé. Bon, ben, ils ont donné un visage à cette paroisse. Avant, il y avait eu un couple plus âgé, qui avait une belle expérience d'église, un grand sens de l'accueil. En fait, voilà, je pense que nos paroisses, et on le voit dans quelques autres paroisses, sont un petit peu en train de changer de visage. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui travaille pour que on ne soit pas dans une église simplement qui quadrille le territoire, mais des lieux où d'ailleurs on vit des cheminements, des processus, où on va avoir des propositions et où la rencontre va avoir lieu, on va favoriser la rencontre. Alors, on va retrouver les fondamentaux d'une paroisse avec la messe dominicale, qui n'a pas lieu dans ce lieu-là, sauf, je crois, la veillée pascale. Le matin de Pâques là, a eu lieu dans ce... Mais sinon, il y a des églises, il y a des belles églises qu'on utilise, on ne les abandonne pas du tout, hein. Mais on expérimente, on l'expérimente à d'autres endroits, un peu un tiers-lieu aussi, qui va faire zone contact avec une population qui va venir voir pour une exposition, qui va venir pour une soirée musicale. Donc je pense que c'est prometteur, voilà. Mais appelons l'Esprit Saint, hein, parce qu'on le fait avec beaucoup d'humilité et on avance pas à pas avec les chrétiens du coin et d'autres bénévoles. Alors, Monseigneur Michel, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste 3 minutes. C'est la séquence des questions dites de terrain. Et une première question posée par Olivier. Bonjour Monseigneur, je voudrais vous poser la question sur la façon dont vous imaginez faire connaître cette maison d'église du prieuré de Grignan. Alors vous posez une bonne question, mais j'ai envie de dire, ça sera sans doute le bouche à oreille. Et c'est exactement pareil que pour les autres lieux comme l'abbaye de Léoncelle qui est dans le Vercors ou le sanctuaire de Fresno qui est dans la plaine de Montélimar. Ce qui est important, c'est pas de faire connaître le lieu, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Et que du coup, ces lieux soient des lieux passerelles. Donc moi, mon souci, ça va pas tellement être de faire connaître les lieux, même si, bien sûr, il faut un peu de communication, il faut un peu à la limite, c'est le bouche à oreille. Je vous retourne la question. Si vous en parlez à vos amis, si vous les invitez, Olivier, dans ce prieuré, ben vous allez contribuer à le faire connaître. Et les gens qui auront vécu une journée désert vont en parler à d'autres qui viendront vivre une journée désert. Mais l'important, c'est pas qu'on connaisse le prieuré de Grignan, c'est qu'on rencontre le Christ. Une deuxième question qui vous est posée par Odile. Mon père, j'ai une question. Venant de Lyon, c'est vrai qu'il y a des paroisses pleines de jeunes. Arrivé ici dans la Drôme, les paroisses me semblaient plutôt avec des gens quand même d'un âge certain, on va dire, puisque je me suis retrouvée un petit peu parmi les jeunes. Ma question, c'est comment faire pour, en fait, à la fois servir les personnes âgées, on va dire, et à la fois être accueillant envers les jeunes. Alors, je pense que si vous circulez dans la Drôme, vous verrez qu'il y a des endroits où il y a davantage de jeunes que dans le sud. C'est un peu une réalité aussi sociologique, hein. Et moi, ce qui me paraît important, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire que quand il y a un caté qui est proposé comme à Romans, à Cray ou à Valence, où les mamies préparent des gâteaux pour les enfants du caté, qu'ensuite il y a les jeux avec le temps de prière, de caté, et puis qu'après il y a l'aide aux devoirs, on voit arriver des grands-pères ou des parents qui prennent du temps avec... À ce moment-là, on voit que l'intergénérationnel, c'est l'Église avec tous ses âges, quoi. Je pense qu'on a sans doute des progrès à faire pour montrer que chaque génération a sa place dans l'Église
et qu'il n'y a pas les postes qui sont pris par des personnes qui sont là depuis longtemps et que ceux qui arrivent de Lyon ou d'ailleurs, eh bien, ils ont aussi quelque chose à apporter. On a la chance effectivement d'avoir beaucoup de passages et donc je souhaite que chacun puisse trouver sa place et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à faire des propositions pour que voilà, les générations se rencontrent. Hein, l'Église aux 1000 visages, comme on dit. Merci beaucoup, Monseigneur Michel, d'avoir répondu merci Pierre, et merci aux questions de Catéo. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Valence, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kateotv.com. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt.